Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Livre. Ce soir, nous nous retrouvons pour une petite conférence d'histoire moderne. On va parler d'histoire intellectuelle de la France au XVIe siècle. On va parler de l'histoire de la France au début de l'époque moderne, au début de la modernité, à une période qu'on appelle aussi la Renaissance, même si la Renaissance est une période qu'on fait commencer plus tôt s'agissant des évolutions culturelles et autres qui ont affecté l'Italie que ce qu'il en est s'agissant de la France ou de la Grande-Bretagne. On parle encore de Renaissance pour l'Angleterre à la fin du XVIe siècle, donc on voit que la notion de Renaissance finalement n'a pas tout à fait la même périodisation selon les pays considérés. En tout cas, on va parler de la modernisation des sociétés. Que s'est-il passé d'important sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, à la fin du Moyen-Âge? Qu'est-ce qui a fait que les hommes de cette période, ou en tout cas les élites intellectuelles, ont commencé à penser avec des catégories, avec des problèmes, avec des représentations du monde qui n'étaient plus celles des hommes du Moyen-Âge, pendant les siècles et même le millénaire qui avait précédé? Qu'est-ce qui a fait en fait que la pensée n'est pas restée celle qu'elle avait été au Moyen-Âge de façon définitive? Donc c'est cette rupture intellectuelle à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, et pour étudier le sujet, je vais m'appuyer sur un livre de Pierre Villet. Pierre Villet est un historien français de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il est né en 1879 et mort en 1933. Pierre Villet, pour l'anecdote, il fait partie d'une famille de scientifiques, puisque son père était économiste et professeur à l'université de Caen. L'un de ses frères, Pierre Villet, était physicien et professeur à l'université. Et Pierre Villet, donc il vient d'un milieu d'intellectuels et de scientifiques. Il va faire, si vous voulez, un parcours scolaire et universitaire tout à fait brillant, puisqu'il va intégrer l'école normale supérieure de la d'Ulm, donc il est normalien, il est issu des grandes écoles publiques de formation du professorat et des élites intellectuelles de la République française à l'époque de la Troisième République. Ensuite, il sera agrégé de lettres. Je dis qu'il est historien, en fait c'est un spécialiste de la littérature, mais de fait ce qu'il fait c'est beaucoup de l'histoire des documents littéraires, l'histoire des textes, donc l'histoire de la littérature. Ça va être un spécialiste de Montaigne sur lequel il va faire sa thèse, et le plus incroyable, c'est qu'il va accomplir tous ses prodiges intellectuels et atteindre ce niveau d'excellence scientifique en étant aveugle, aveugle quasiment dès l'enfance, dès l'âge de 4 ans. Il va révolutionner certaines méthodes d'apprentissage pour les personnes aveugles, donc il va traduire par exemple l'œuvre complète de Montaigne en braille, vous savez ce code d'écriture qui permet aux personnes aveugles de lire des textes sous format de documents sensibles, tactiles quoi. Donc voilà, une personnalité sur laquelle j'avais envie d'attirer un petit peu l'attention dans l'introduction, parce que c'est pas n'importe qui. Et par ailleurs, Pierre Villet sera le père de 3 enfants, et parmi ces enfants, on va trouver une nouvelle génération encore de cette excellence scientifique à la française. L'un de ses fils, Daniel Villet, sera économiste. Un autre de ses fils, Raymond, sera médecin, et le troisième, c'est ni plus ni moins que Michel Villet. Michel Villet qui sera lui-même juriste et spécialiste de philosophie du droit et d'histoire du droit, donc là encore une grande figure d'universitaire français du XXe siècle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à la charnière de plusieurs générations dans une famille, les Villet, qui n'auront pas démérité s'agissant de la production d'un certain nombre de personnages qui sont doués dans différentes sciences et qui se sont illustrés dans l'université française ou dans d'autres domaines intellectuels sur plusieurs générations, donc voilà, c'est quand même assez remarquable. J'en reviens maintenant donc à son livre. Alors le livre dont je vais vous parler, c'est un livre que Pierre Villet a publié en 1912 chez Plon, intitulé Les sources d'idées au XVIe siècle, et si vous voulez ça ressemble beaucoup au manuel qu'on fait encore aujourd'hui pour les étudiants en histoire, c'est-à-dire que c'est un recueil de textes historiques qui sont commentés par un historien professionnel et qui sont en fait un recueil de documents sur lequel on pourrait faire travailler des étudiants ou sur lesquels les chercheurs qui voudraient avoir accès rapidement
à une base de documents sur une période considérée, vont pouvoir se référer à ce genre de compilation en fait, d'écrits importants sur un thème et sur une période. Donc il a écrit les sources d'idées du XVIe siècle, dans cette tradition encore très littéraire, puisqu'on est vraiment au début de la professionnalisation et de la construction des sciences historiques comme quelque chose de véritablement scientifique. Donc il vient de la littérature, mais ce qu'il fait en fait c'est plutôt de l'histoire qui va viser à remettre dans son contexte le document littéraire pour l'expliquer, et pour expliquer la période. Et le premier chapitre de son livre s'intitule Les idées nouvelles du XVIe siècle, donc c'est surtout en fait de ce chapitre-là de son livre dont je vais vous parler, parce qu'il fait très bien ressortir dans une sorte de chapitre introductif les grandes caractéristiques intellectuelles de la France au XVIe siècle, et de ce qui va changer finalement les représentations du monde, les mentalités des élites intellectuelles, des gens qui lisent, des lettrés, donc une toute petite fraction de la population, mais dont la mentalité va vraiment sortir définitivement des cadres de pensée qui avaient été ceux du Moyen-Âge chrétien occidental. Alors, je lis un petit peu. Si la France a été au XVIe siècle le théâtre d'une révolution intellectuelle et morale, rien de moins, le théâtre d'une révolution intellectuelle et morale si profonde, c'est que de toutes parts, des idées nouvelles l'ont envahi, ont pénétré les cerveaux et les ont bouleversés. Le mobilier de l'esprit, si l'on peut parler ainsi, s'est trouvé profondément modifié. D'où venaient ces idées nouvelles ? Point d'interrogation. Comment se sont-elles propagées ? Voilà les deux questions que nous avons à examiner. Le fait essentiel est certainement la rencontre de la civilisation italienne. D'Italie est venue la grande secousse qui a tout ébranlé. Par toutes les séductions de César, donc l'Italie de la Renaissance, 15e, 16e siècle notamment, par la séduction de César, ses mœurs, l'Italie a transformé la France. Elle a été la source, ou tout du moins l'intermédiaire, auquel la France donc, a emprunté tous les éléments de sa formation intellectuelle. C'est l'époque, entre autres, la fin du XVe siècle, où les rois de France, et à partir de Charles VIII, vont faire les fameuses guerres d'Italie, qui sont des guerres de conquête sur des territoires italiens revendiqués par les rois de France, mais c'est surtout un formidable prétexte pour emmener la noblesse du royaume à l'extérieur, plutôt que de se battre entre eux et de causer des problèmes éventuellement à la monarchie, on envoie les nobles se battre à l'étranger. Et là, en l'occurrence, on va piller l'Italie, cette Italie qui est tellement riche, qui est tellement civilisée, avec des arts, avec des sciences qui sont en avance sur tout le reste de la civilisation européenne, ou en tout cas de l'ère géographique européenne plutôt. Et donc voilà, c'est aussi par l'intermédiaire de ces conquêtes, mais aussi de voyages de différents personnages, qu'il y a une interpénétration finalement culturelle extrêmement forte entre les élites françaises et les élites italiennes. C'est the place to be, l'Italie de la Renaissance. On sait qu'à la fin du XVe siècle, les Valois, donc les rois de France, entrèrent en contestation avec quelques princes italiens au sujet de la possession du duché de Milan et du royaume de Naples, tout ça étant lié à des mariages et des alliances princières compliquées et chiantes dont on va pas parler. Nos querelles les obligèrent, donc les rois de France, à passer périodiquement les Alpes. Ils entraînèrent derrière eux toute leur noblesse. Ce fut pour ces barbares, donc les Français de l'époque, une révélation, un enchantement irrésistible. Domptés par tous les sens à la fois, les vainqueurs revenaient fascinés, conquis par tout le luxe des vaincus. Donc on a un de ces cas qui est pas tout à fait inédit dans l'histoire, mais où des peuples qui conquièrent des territoires en fait se trouvent inférieurs aux gens qui les ont conquis. On pourrait parler des Romains et des Grecs, on pourrait parler des peuples qui ont envahi à certaines époques la Perse, devenue l'Iran, enfin voilà. Parfois où on aurait pu parler des peuples mongols qui s'assimilent aux Chinois parce qu'ils trouvent la culture chinoise supérieure, enfin il y aurait tellement d'exemples à prendre. De conquête militaire où une société se dit que la société qu'elle a conquise en fait lui était supérieure culturellement. Plus ou moins. Ce fut pour ces barbares donc une révélation, un enchantement irrésistible. Dominés par tous les sens à la fois, les vainqueurs revenaient fascinés, conquis par tout le luxe des vaincus. Cette Italie si riche, cette Italie qui est, avec ses cités-États, un cœur de développement de l'économie marchande méditerranéenne et la pointe avancée de l'apparition du capitalisme en Europe. Rentrés chez eux, ils s'efforçaient d'imiter les seigneurs italiens, de singer leur manière de vivre de leur vie. Des communications constantes s'établirent entre les deux pays. Alléchés par les récits de leurs compatriotes, de nombreux Français allaient s'instruire et se polisser en Italie.
Chaque année, nous dit Lanoux, vers la fin du siècle, 300 à 400 jeunes hommes s'y rendent. La plupart des écrivains qui ont marqué dans les lettres au XVIe siècle ont fait, pour le moins, un voyage au-delà des Alpes, Montaigne entre autres personnages. En revanche, beaucoup d'Italiens venaient chercher fortune chez nous et importaient du même coup les mœurs italiennes. Pensons à Léonard de Vinci, pensionné par les rois de France. Enfin ouais, il y a des intellectuels italiens qui viennent en France. Machiavel, diplomate de la République de Florence, il fait une ambassade en France. Donc il y a aussi des échanges diplomatiques, intellectuels, culturels tout à fait marqués. Avec Catherine de Médicis, donc au XVIe siècle, princesse française par l'un de ses parents mais italienne par l'autre, qui va être de reine de France, Catherine de Médicis amena derrière elle une foule compacte d'aventuriers. La cour de France tout entière s'italianisa. Pensons à la chaussure à talons popularisée par Catherine de Médicis, qui n'existait pas en France avant. C'est une invention pratiquée par les Italiens, par les Vénitiens notamment. Je renvoie à une vidéo précédente de ma chaîne sur ce sujet fascinant qu'est l'histoire de la chaussure à talons. La cour de France tout entière s'italianisa, et le pays voulut imiter la cour. Pendant plus d'un siècle, la France se tint en contact perpétuel avec la civilisation italienne, elle s'imprégna de son esprit. Un goût très vif des plaisirs de l'esprit et des plaisirs de société, un culte ardent de la beauté, une richesse extrême d'œuvres littéraires et artistiques en tout genre, une pensée très alerte, très libre, se jouant avec délice dans une moisson d'idées déjà fort abondantes, des habitudes de vie entièrement dégagées de toute contrainte religieuse. Tout cela était nouveau et singulièrement séduisant pour nos Français. Mais, outre sa propre civilisation, l'Italie nous en révéla d'autres. L'Italie intermédiaire avec d'autres cultures ou d'autres époques de la culture humaine. C'est par elle surtout que nous avons tout d'abord connu l'Espagne. Sans doute, au cours du siècle, les occasions de rencontre entre Français et Espagnols ne manquèrent pas, mais les relations furent beaucoup moins constantes qu'avec les Italiens, et au début, c'est dans la péninsule italique ouverte à toutes les influences que les Français semblaient s'être trouvés au contact avec la littérature espagnole. Donc en fait, on va en Italie parce que c'est riche, c'est beau, il y a de très beaux paysages, la peinture c'est génial, et puis on fait du pillage où on s'implante plus ou moins selon les cas. Mais c'est aussi un peu un melting pot, c'est-à-dire que voilà, tout le monde va aller en Italie, les princes allemands, enfin les nord d'Italie, les cités du nord d'Italie, les cités-États, sont plus ou moins théoriquement parties du Saint-Empire romain germanique, les Espagnols, ils ont toute une politique italienne, le royaume d'Aragon notamment, sur la Sicile, sur le sud de l'Italie, selon les périodes, etc. Donc c'est une zone en fait d'inter-rencontre entre les différentes puissances européennes. On sait que François Ier, je crois, sera prisonnier par exemple de Charles Quint en Italie, donc c'est vraiment là qu'on les puissances se rendent pour faire des conquêtes, du pillage, et puis parce que la vie semble tellement agréable et que les formes artistiques et culturelles semblent tellement supérieures au reste du monde connu. Donc on découvre aussi la littérature espagnole par l'intermédiaire voilà de la présence d'Espagnols en Italie ou par l'intermédiaire de traductions de poètes locaux. Enfin, l'Espagne pénétrait largement à cause de la forte position qu'occupaient les Aragonais au sud du pays, donc c'est ce que je dis, c'est le royaume d'Aragon, qui est un royaume espagnol, enfin, qui est aussi, en fait, enfin, qui est un royaume espagnol, mais j'ai envie de dire que c'est un royaume méditerranéen, puisqu'en fait, c'est une partie de ces terres sont espagnoles, une partie de ces terres sont dans ce qu'on rangerait aujourd'hui comme étant l'Italie. C'est plutôt un royaume méditerranéen, en fait, On ne savait pas chez nous la langue espagnole, on ne recevait pas de livres imprimés en Espagne. Bientôt, sans doute, les conquêtes des Portugais et des Castillans, qui tenaient du prodige, fixèrent sur la péninsule ibérique l'attention du monde entier. C'est la même période où les hispaniques sont occupés aux aventures de début de colonisation, enfin d'abord les grandes découvertes dans le Nouveau Monde et ailleurs, puis des politiques de colonisation en dehors de l'Europe, qui vont les enrichir d'ailleurs en partie, et là aussi attirer l'attention, parce qu'en fait, qu'est-ce qui attire l'attention, qu'est-ce qui fascine, c'est la culture, mais la culture en fait c'est une sorte de surplus social disponible quand on a de l'argent ou quand on a un certain niveau de développement, donc c'est beaucoup ça qui intéresse, on s'intéresse aux pays qui ont du blé, quoi. Donc bientôt sans doute les conquêtes des Portugais et des Castillans qui tenaient du prodige fixèrent sur la péninsule ibérique l'attention du monde entier, enfin le monde entier, le monde européen, comprenons-nous. Puis les démêlés de François Ier avec Charles Quint et surtout les guerres de religion multiplièrent les rapports entre les deux peuples, peuple français, peuple espagnol, puisque les deux resteront en majorité catholiques. L'Italie n'en avait pas moins été l'initiatrice,
et elle continua longtemps à servir d'intermédiaire. L'influence espagnole a été sur notre XVIe siècle sans comparaison beaucoup moins profonde que l'influence italienne. Elle n'est pourtant pas négligeable. L'Espagne nous avait devancés dans la voie de la culture littéraire. Ses œuvres, moins dégagées que les œuvres italiennes de l'esprit du Moyen-Âge, pourront paraître par là même moins loin de nous et par conséquent plus aisément assimilables. Souvent aussi, elles étaient empreintes d'un caractère national très accusé qui leur donnait une couleur spéciale, tout à fait distincte des couleurs italiennes et qui frappera nos imaginations. C'est intéressant ces remarques sur la différence de sensibilité que procurent les œuvres littéraires, poèmes, romans, tout ce que vous voulez, selon qu'elles soient italiennes, espagnoles ou autres, parce que si on en croit l'auteur, et encore une fois c'est un livre un petit peu daté, hein, je n'ignore pas que là je vous lis de la recherche historique du début du XXe siècle en France, donc il y a potentiellement certains biais idéologiques et potentiellement c'est peut-être un petit peu daté comme source historique, mais si on admet la véracité de cet énoncé, ça veut quand même dire qu'on a déjà une certaine formation du sentiment national qui différencie, eh bien, voilà, les peuples des royaumes d'Espagne, du peuple français qui est gouverné par la monarchie, ou des différents cités-états ou royaumes d'Italie. Ces puissances-là sont hétérogènes politiquement, mais du côté de la culture et de la littérature, selon Pierre Villet, on sent des couleurs spéciales, comme il dit, donc des caractéristiques, des sensibilités qui font qu'on sait distinguer une œuvre selon qu'elle est italienne ou espagnole ou française, possiblement pour les amateurs. Donc ça nous donne aussi la sensation que on a déjà quelque chose comme des littératures nationales qui se développent et qui sont susceptibles d'être à la fois une cause et un effet de la formation d'un sentiment national, d'une identité nationale dans ces différentes parties de l'Europe. Ce qui rompt là aussi avec le Moyen-Âge qui n'était pas marqué justement par la différence des nations, mais beaucoup plus soit par des identités ultra-locales avec les patois et les différentes identités locales, soit par cette culture transnationale ou complètement européenne et propre à l'Occident chrétien, qui est la culture latine. Hein. Le latin était la langue des érudits, et ça créerait une communauté d'intellectuels qui était beaucoup plus européenne en fait, hein, que ne le seront les cultures nationales ultérieurement. Puisque chacun se réfugie en quelque sorte dans une langue qui lui est propre, la langue française, la langue italienne, la langue espagnole, qui n'est plus la langue commune des érudits qui était le latin, justement. Il n'y a plus cette universalité du latin qui est propre à la situation du Moyen-Âge intellectuel. Mais le service le plus important que nous ait alors rendu l'Italie, c'est assurément de nous avoir fait connaître, de nous avoir fait aimer la source d'idées la plus abondante de beaucoup, à laquelle il était possible de puiser, je veux dire l'Antiquité grecque et latine. Et oui, on découvre des œuvres de la période latine à la Renaissance, c'est surtout ça qu'on connaît de la Renaissance. La Renaissance c'est l'humanisme c'est un mouvement d'idées qui est lié à la redécouverte des textes gréco-romains et de l'état d'esprit de ces auteurs qui étaient des auteurs païens pour la très grande majorité. Donc ça rompt là aussi avec certaines habitudes, avec certaines représentations propres aux hommes du Moyen-Âge qui avaient essentiellement une culture fondée sur la Bible et sur ce qui semblait immédiatement compatible avec la Bible. Les humanistes de l'Europe du Nord, qui devaient à l'Italie la meilleure part de leur culture, les y ont aidés à diffuser cette culture gréco-romaine antique. Ils répétaient les leçons de l'Antiquité, en les fondant plus ou moins adroitement aux enseignements chrétiens, et ils ne faisaient guère que cela. Erasme prolonge la littérature latine. L'Allemagne, si on accepte son influence sur le mouvement de la Réforme, n'a guère agi sur nous au XVIe siècle que par ses érudits. C'est dire qu'elle ne nous a, pour ainsi dire, rien apporté qui lui fût propre, elle nous a seulement aidé à nous pénétrer davantage des idées anciennes. On peut dire à peu près autant de l'Angleterre. Donc en fait, là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de culture nationale propre, significative de l'Angleterre ou de l'Allemagne au XVIe siècle. Donc elles sont en retard, en fait, d'un certain côté, sur ce processus de formation de l'État-nation. Et les œuvres faites par des auteurs de ces nationalités-là sont marquantes et influentes pour la France quand elles aident à découvrir les auteurs gréco-romains et non pas quand elles sont des productions contemporaines, voilà, qui seraient des choses nouvelles propres à ces cultures à leur époque en fait.
Donc c'est vraiment l'Antiquité qui focalise tous les esprits, on veut comprendre les hommes de l'Antiquité, les Platon, les Aristote, mais plus généralement tous ces poètes romains, tous ces savants des temps anciens. Des temps pré-chrétiens, ouais. C'est là aussi une rupture intellectuelle, il y a une paganisation, diraient certains esprits hostiles au processus, de la pensée européenne à la Renaissance. Les motifs religieux antiques, les motifs mythologiques liés au polythéisme, les dieux de l'Olympe, tous ces trucs-là, sont extrêmement présents dans les arts de la Renaissance, et ça va fasciner justement les esprits. L'Italie nous a rendu là, dans son intégrité, un trésor incomparable d'expériences et de réflexions accumulées pendant des siècles. Donc on sort du Moyen-Âge parce qu'on récupère tout ce que l'humanité européenne savait avant le Moyen-Âge grâce à la civilisation gréco-romaine. Toutes ces observations, toutes ces idées se présentaient avec l'autorité d'un grand âge, donc ça aussi c'est quelque chose qui permet aux hommes de cette époque de se les approprier, les hommes les débuts de l'époque moderne, ils ont des sortes de réflexes conservateurs, et des textes littéraires ou scientifiques leur paraissent très profonds et très puissants parce qu'ils sont très anciens. Il y a cette idée que les anciens en savaient plus que nous, que voilà, les temps anciens s'approchent du principe, s'approchent de Dieu, s'approchent du commencement des temps, et voilà. Ils n'ont pas du tout cette vision d'une modernité plus avancée qui serait la vision des Lumières, par exemple, où la connaissance se forme au fil du temps et les temps anciens étaient vraiment barbares. Là, c'est l'inverse, tout ce qui est ancien, tout ce qui est proche des temps du Christ, enfin voilà, des milliers d'années plus tôt, ça semble entouré d'une grande aura de savoir et de prestige. Toutes ces observations, toutes ces idées se présentaient avec l'autorité d'un grand âge, avec le prestige aussi des grands souvenirs qui s'attachaient à elles. Et pourtant, cette littérature s'inspirait de principes diamétralement opposés à la discipline chrétienne qui comprimait alors les esprits. Cette littérature gréco-latine disait la bonté de la nature. Alors c'est vraiment une vision du monde inverse du christianisme, parce que les philosophes grecs, par exemple, les Épicures, tous les philosophes grecs de façon générale, chantent ou voient le monde comme étant, le monde naturel comme étant quelque chose de beau et d'ordonné, tandis que le monde naturel dans la vision chrétienne, alors, il peut être ordonné, mais en tout cas il est inférieur à l'ordre spirituel. Le monde c'est en dessous de Dieu, les animaux, les hommes, c'est des choses du monde, passagères, le corps c'est en dessous de l'âme, enfin bref, il y a une dévalorisation métaphysique de la nature, tandis que cette poésie ou cette philosophie gréco-romaine disait la bonté de la nature, la joie de vivre, la légitimité du plaisir et du bonheur, le charme des belles œuvres. Elle célébrait la vie présente, l'immanence quelque part, la vie dans ce monde, la vie terrestre. Elle célébrait toutes les forces de la nature, toutes les grandeurs humaines, elle présentait des croyances et des coutumes très différentes des nôtres, et le sens païen de tout cela avait été si fortement mis en évidence par l'Italie qu'il n'était pas possible de s'y tromper. Comment un homme du XVIe siècle n'en eût-il pas été troublé ? Que d'excitation son cerveau ne devait-il pas rencontrer à chaque pas dans ses lectures ? Donc voilà, faut imaginer le choc intellectuel, cette redécouverte très importante de l'antiquité gréco-romaine, d'une antiquité païenne qui n'avait pas la vision du monde et la sensibilité, pourrait-on dire, des chrétiens du Moyen-Âge. Et précisément, dans le même temps, de tous les coins du monde, soudainement tirés de l'ombre, affluaient en masse des observations plus surprenantes encore, des récits que l'imagination se refusait presque à admettre. Car cette même période, la Renaissance et le début de l'époque moderne, qui est marquée par cette redécouverte de la culture gréco-romaine antique, c'est aussi la même période où des choses inconnues des anciens eux-mêmes commencent à être connues en Europe, à savoir qu'il existe d'autres continents au-delà des mers, d'autres cultures, d'autres civilisations très différentes de la nôtre. Les Indes de l'Orient et de l'Occident venaient d'être découvertes. Vous savez qu'on appellera indiens les populations d'Amérique parce que Christophe Colomb croyait voyager vers l'Inde. Donc les Indes occidentales, c'est ça que ça veut dire, c'est l'Amérique en fait. Les voyageurs qui en arrivaient comptaient qu'ils avaient vu des animaux inouïs, des plantes gigantesques, des monstres de toutes sortes. Ils avaient remarqué des coutumes étranges et révoltantes, des religions qui confondaient l'imagination, des lois incroyables. Étourdis eux-mêmes de leur propre narration, ils enflaient la voix, ils rapportaient 10 fois plus de prodiges encore qu'ils n'en avaient constaté, donc tous ces marins, ces aventuriers qui reviennent des mondes lointains, et tout était si fort bouleversé qu'on ne savait plus distinguer ce qu'il fallait croire de ce qu'on pouvait révoquer en doute.
Et donc un des grands courants d'idées philosophiques très présents à partir de la Renaissance, et vraiment très typique de la Renaissance, mais qu'on trouve encore de diverses façons à l'époque moderne, c'est le scepticisme. Hein. C'est une sorte de confronter à cette relativité culturelle tout à fait spectaculaire dont n'avaient pas conscience les hommes du Moyen-Âge, eh bien, ça remet en question nos valeurs, nos croyances, nos modes de vie, puisque d'autres sont possibles, en fait, qu'on n'imaginait même pas. Que valent nos croyances, que valent nos valeurs, que valent nos modes de vie, sachant qu'ailleurs on fait différemment. Donc ça pousse vers le questionnement philosophique, vers la réflexion sur les fondements. Comment peut-on justifier ce qu'on fait alors qu'autrui fait différemment? Donc il y a des fortes tendances vers la philosophie, mais notamment vers le scepticisme pour ceux qui ne croient pas qu'on puisse trouver de critères ou de valeurs pour justement fonder des préférences. Les livres italiens, espagnols, français répétaient tous à l'envi ces histoires déconcertantes, et certains ouvrages anciens comme l'histoire naturelle de Pline et plusieurs livres d'Hérodote semblaient prolonger ces récits et leur donner autorité. Sans doute dans cette masse de coutumes et de notions que nous envoyaient des sauvages, à la différence de ce qui se passait pour l'Italie et pour l'Antiquité, il n'y avait rien ou à peu près rien à faire tomber dans la pratique, à adapter ou à imiter. Elle ne pouvait pas mordre sur notre vie individuelle et sociale, si on peut parler ainsi. On n'a pas envie d'imiter les populations des États-Unis qu'on connaît à peine. Hein. Ça fascine pas au point de vouloir les imiter. Elle n'avait pas l'autorité qui recommandait tout ce qui venait de l'Antiquité. Hein. C'est des peuples qui passent pour nouveaux puisqu'on vient de les découvrir. Ils n'ont pas l'autorité des siècles ou des millénaires, ou ils sont pas proches du temps du Christ. Donc on peut pas les considérer comme des sources de valeurs ou de recommandations. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que font les hommes de l'Europe moderne. Et ne présentez pas ce minimum de ressemblance avec nos mœurs, sans lequel toute adaptation est impossible. Pas d'œuvre d'art qui puisse convenir à notre goût, pas de plaisir qui eussent chance de cadrer avec nos usages, pas de loi capable de s'insérer dans notre système politique et social. Donc ça change rien en pratique, on sait que des gens font différemment que nous ailleurs dans le monde, mais ça ne bouleverse pas au point de nous dire qu'on devrait adapter ça pratiquement. Mais si la pratique échappait au désordre qu'eût causé l'immixtion brutale de tous ces éléments étrangers, dans le domaine théorique, en revanche, le trouble était grand. Que de notions essentielles, de ces notions qui commandaient la vie tout entière, risquaient de se voir altérées, transformées, décomposées. On va découvrir les Chinois, on va découvrir des peuples qui apparemment ne connaissent pas le Dieu unique, qui ne croient pas en un Dieu unique, qui peut-être même ne croient pas dans des dieux. Ou pas les nôtres, enfin des choses très étranges. Les idées qu'on se faisait de la nature, de notre monde, les idées surtout qu'on se faisait de l'homme, de la morale, de la religion, tant d'autres encore étaient constamment battues, minées par la marée sans cesse montante des anomalies, des monstruosités, des prodiges, des coutumes étranges, des faits singuliers. Toutes étaient sapées jusque dans leur fondement. Donc voilà, c'est le début de la modernité, parce que c'est le début de la crise. On n'est plus sûr que ce qu'on faisait depuis toujours et qui allait de soi, soit si valable que ça. Et si on veut continuer à défendre nos mœurs, il va falloir les défendre intellectuellement ou rationnellement. On pourra plus juste se contenter de dire que c'est évident, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Donc ça met en crise, en fait, fondamentalement et définitivement, la vision traditionnelle du monde, parce qu'on est sorti de la naïveté, en fait. On est sorti de l'évidence que ce qu'on faisait était la seule chose digne d'intérêt ou de valeur. Il ne pouvait pas se faire que le contre-coup ne s'en fit pas sentir violemment dans la vie et dans la littérature. Donc c'est une grande époque, la Renaissance, c'est le début de l'époque moderne, c'est une grande époque de confusion intellectuelle, de surprise, une grande époque éclectique, où souvent les intellectuels de cette période, ils mélangent plusieurs doctrines, ils mélangent plusieurs philosophies, ils mélangent plusieurs visions du monde. Il y a une espèce d'éclatement et d'intérêt qui se porte un petit peu sur tout, et on voit assez bien ça dans une œuvre d'un grand sceptique comme Montaigne, hein, par exemple. Dans Montaigne, on trouve des références à l'Antiquité, mais aussi aux expériences venues du monde, des mondes lointains découverts par les voyages des grands navigateurs. Et tout ça pousse Montaigne à un intérêt, à une curiosité, à une tentative de classer et de juger de la valeur de toutes ces choses compliquées dont la hiérarchie n'apparaît pas d'emblée. Autre innovation de rupture importante sur le plan des techniques, mais qui va avoir des conséquences intellectuelles majeures, c'est l'imprimerie. Les premières presses venaient de commencer de fonctionner vers 1455. Dès la fin du XVe siècle, on voit s'établir dans les grandes villes du royaume de France, et on les voit s'établir, donc les presses, dans les grandes villes du royaume,
et leur multiplication sera rapide au début du XVIe siècle. Sans l'imprimerie, les idées nouvelles risquaient de n'atteindre qu'un petit nombre d'individus, de ne creuser que difficilement leur chemin dans les esprits. Les voyageurs sans doute auraient compté à leur entourage les merveilles dont ils avaient été témoins, quelques-uns même en auraient composé des relations pour de grands seigneurs, des relations donc des récits de voyage écrits à la main, Mais ces narrations manuscrites n'auraient eu qu'une diffusion minime, et probablement eussent-elles été beaucoup moins nombreuses. L'esprit public n'aurait été que mollement ébranlé. La vague qui apportait de l'autre extrémité de l'océan tant d'enseignements nouveaux serait morte à peine formée, elle n'aurait pas pu se propager. Donc cette remise en cause intellectuelle, cette démultiplication des points de vue, des expériences et des modes de vie possibles, cette mise en crise des fondements de ce qui passait pour évident pour les hommes du Moyen-Âge, c'est rendu possible très largement par l'imprimerie, la diffusion des moyens de communication, la diffusion des textes en quantité beaucoup plus massive que à toutes les époques passées depuis l'Antiquité gréco-romaine. Et tout cela, vous le sentez bien, fait qu'il y a un véritable contraste qui commence à se mettre en place très nettement dans les siècles de l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, pour les élites intellectuelles, en tout cas sinon pour les masses des hommes d'Europe, par rapport à la façon dont les hommes du Moyen-Âge vivaient leur quotidien et se faisaient une certaine idée du monde. L'homme du Moyen-Âge, écrit Pierre Villet, vivait dans un petit monde très étroit, on était tous des paysans dans des villages, tout ce qu'on consommait était fait dans les 15 km autour, et le monde dans sa diversité nous était inconnu. L'homme du Moyen-Âge vivait dans un petit monde très étroit, clos de toutes parts, et presque à l'abri des influences du dehors. Il ne lui était pas malaisé d'en faire le tour et de le connaître. Donc il avait une vision du monde totalisante, parce qu'on a vite fait le tour des 15 km autour de chez nous, là où on travaille la Terre, et voilà, le monde est complet parce qu'il n'est pas compliqué, parce qu'il est appréhendable de façon directe, juste en circulant, et qui change très peu. C'est ça le Milan du Moyen-Âge, des sociétés traditionnelles, des sociétés agraires. L'homme du Moyen-Âge se sentait respirer sous l'œil de Dieu, qui, tout près de lui, au-dessus de sa tête, le tenait à vue, lui parlait, lui révélait par ses anges et ses prêtres ce qu'il désirait savoir, et le garrottait dans des coutumes envoyées du ciel. Avec un garant aussi sûr, avec un champ d'expérience aussi limité, c'est l'homme du Moyen-Âge, c'est celui qui n'a pas connu la mondialisation, la Renaissance c'est déjà une certaine forme de mondialisation, en tout cas à l'échelle de la Méditerranée, mais aussi avec les voyageurs qui reviennent d'au-delà de l'Atlantique. Donc l'homme du Moyen-Âge n'avait qu'un champ d'expérience très limité, il n'était guère exposé aux surprises, aux hésitations, aux doutes. Tout était déterminé, fixé, assuré. À peu de frais, il pouvait s'imaginer connaître la nature parce qu'il s'en faisait une idée simple, basée sur les révélations des Écritures, et parce qu'il rejetait dans le surnaturel tout ce qui contrariait cette idée. Ces principes d'action lui apparaissaient à l'homme du Moyen-Âge comme absolus, nécessaires, parce qu'aucune expérience ne les contrariait. On vit comme on a toujours vécu et on n'imagine pas vivre autrement parce que rien ne nous suggère même qu'autrement c'est possible. Sa foi était indiscutable parce qu'elle n'était pour ainsi dire pas discutée, et parce qu'à moins d'aberration on devait l'accepter. L'homme du Moyen-Âge avait une réponse certaine à tous les grands problèmes, et tout étant réglé par la tradition, n'était besoin de faire appel à la raison. Donc c'était une vision du monde radicalement différente de la vision des modernes. Ça n'a rien à voir, c'est deux sociétés, deux civilisations qui n'ont rien à voir. Deux modes de pensée distincts. Mais par degrés, les barrières qui encerclaient ce monde se sont abaissées, avec les communications, avec les moyens de transport, avec l'imprimerie qui diffuse de nouveaux savoirs. Et l'horizon reculait peu à peu, s'enfonçait à perte de vue dans un éloignement effrayant. Et après ce sera l'éloignement astronomique, au XVIIe siècle, avec les découvertes que le monde est infini, et qu'en fait on n'est qu'une toute petite partie de l'univers. Et le silence de ces espaces infinis m'effraie, écrira Pascal. En même temps, la voûte du ciel s'élevait au-dessus des têtes, disparaissait, s'abîmait dans des profondeurs mystérieuses, et laissait l'homme isolé, désemparé, perdu dans une immensité sans borne. Il découvrait autour de lui des principes d'action qui étaient en contradiction formelle avec les siens. Ailleurs, on fait différemment. Des coutumes qui différaient radicalement de ses usages à lui, des croyances qui s'opposaient à sa foi. Et donc ça va mettre en crise l'évidence, l'unanimisme religieux du Moyen-Âge.
Sous les coups répétés, les cadres de l'esprit se brisaient. Au milieu de ces ruines, dans ce chaos de conceptions contradictoires, l'homme commençait à penser qu'il lui fallait s'éclairer de sa propre lumière, s'accrocher de ses mains à quelques points d'appui. Il cherchait avec sa raison seule la vérité. Et sa raison parfois le rendait à ses anciennes croyances, mais mieux comprise et comme teinte de couleurs différentes. Parfois aussi elle le jetait dans des opinions nouvelles, dans ces nouveautés de toutes sortes dont il est question partout au XVIe siècle. Et j'ai bien dit nouveauté parce que c'est l'orthographe de l'époque. C'était le rationalisme qui s'essayait à organiser la vie. Donc cette crise culturelle de l'humanité européenne à la Renaissance, c'est aussi une crise qui est éminemment bénéfique à la philosophie parce qu'on commence à se poser des questions qu'on n'avait jamais cru seulement possibles. Les choses ne vont plus de soi, on s'interroge, on cherche des réponses nouvelles au sens de l'existence, à la façon dont on doit organiser la vie. Le meilleur exemple que nous ayons de cet effort du rationalisme du XVIe siècle, c'est peut-être celui que nous offre Michel de Montaigne dans ses essais, voire une vidéo précédente de la chaîne, sur Montaigne. Il travaille à raisonner, à organiser sa vie en fonction des connaissances qui se déposent dans son esprit, qui s'y amassent chaque jour. Et bien que ces connaissances soient les mêmes que celles qui parviennent à ses contemporains, il semble les classer et les utiliser d'une manière plus consciente, plus méthodique qu'on ne le fait en général autour de lui. Bien sûr, cette crise des fondements spirituels, moraux, intellectuels du monde, elle touche essentiellement les élites cultivées, les gens qui n'ont pas accès aux textes, même diffusés par l'imprimerie, les grandes masses de population illettrées qui resteront illettrées quasiment jusqu'à la Révolution française et au-delà, ça change pas forcément beaucoup leur vie. Mais il y a quand même un mouvement notable qui se fait dans le domaine des élites et de la culture. Fascinés par l'Italie, par l'Espagne, par les antiquités, toutes les imaginations se tendaient de ce côté-là. Ceux qui en avaient le loisir apprenaient les langues, mais beaucoup ne le pouvaient pas. Ces derniers ne satisfaisaient leur curiosité que par le moyen des traductions. Même les premiers, lorsqu'ils n'étaient pas des budets, donc un traducteur et un intellectuel, un imprimeur je crois, Budet, Guillaume Budet, même ceux qui n'étaient pas des budets trouvaient souvent simple de recourir à la version française. Les œuvres de l'Antiquité n'étaient pas seulement, comme aujourd'hui, une source de plaisir esthétique, elles étaient avant tout une source de connaissances, et souvent la source unique de connaissances qui apparaissait tout à coup comme très nécessaire à la vie, et auquel l'autorité des anciens donnait un prix démesuré. Donc ces hommes de la Renaissance, ils restent encore des hommes traditionnels, au sens où c'est vrai parce qu'un ancien l'a dit, un philosophe ancien est souvent Aristote ou Platon, voilà, il a dit tel truc, donc c'est la vérité. La science était encore peu développée, puisqu'en fait on se fondait beaucoup plus sur des arguments d'autorité venus d'auteurs anciens que sur une véritable réflexion rationnelle. Traduire, vulgariser était donc une besogne essentielle au XVIe siècle. Une traduction avait alors souvent plus d'influence et de valeur qu'une œuvre originale. On s'intéresse à ce que pensent les anciens, on ne s'intéresse pas vraiment à ce que pensent les modernes ou les contemporains. Des traducteurs comme Jacques Emiot ou Biès de Vigenère se sont acquis une très grande réputation auprès de leurs contemporains. Comme Plutarque, à peu près tous les auteurs grecs pouvaient se lire en latin, donc c'est essentiellement le latin qui est la langue des intellectuels, la langue des clercs, des curés, des hommes du Moyen-Âge, et comme c'est ce qu'il y a de plus diffusé, dès qu'on a des textes grecs, on essaie d'en faire des variantes latines pour pouvoir les lire dans les deux langues. Mais ces hommes voulaient davantage, donc que lire des classiques en latin. Ils aspiraient à ce que tout pût se lire en français. L'étude des langues étrangères coûte un effort long et pénible. Il fallait qu'on pût s'en dispenser, que tout homme eût la possibilité de s'instruire et de s'assurer une culture complète, sans s'imposer une étude de vocabulaire qu'on jugeait stérile autant qu'aride. Donc il y a un autre phénomène qui caractérise la modernité et qui commence au XVIe siècle, c'est le développement d'une littérature en langue nationale, d'une littérature en français, dans le français de l'époque, qu'on peut difficilement lire aujourd'hui, mais qui reste quand même quelque chose qui s'approche de notre langue. Le français de l'époque moderne, le français de Montaigne, on veut pouvoir avoir les textes des anciens, pas seulement en latin pour les gens qui ont passé des années à l'apprendre, mais en français, ou en tout cas dans ce qui s'écrit comme étant la langue de telle ou telle zone géographique de l'Europe, même si c'est pas encore forcément des langues nationales unifiées, dans les langues vernaculaires en fait, les langues vernaculaires dont Dante déjà au XIVe je crois avait fait l'éloge en disant qu'il y avait une éloquence possible en langue vulgaire, en langue
du quotidien, qui sont pas la langue sacrée qui est le latin, justement. Donc c'est aussi une motivation intellectuelle très remarquable du début de l'époque moderne, la quantité d'auteurs qui vont écrire dans la langue qu'ils parlent, et non plus dans la langue du savoir sacré qui est le latin. Ça aussi, c'est vraiment une mutation qui est tout à fait fondamentale, qui montre que l'époque moderne se caractérise par des pratiques et des cadres intellectuels qui ne sont plus ceux du Moyen-Âge, et plus on va avancer dans le XVIe, dans le XVIIe, dans le XVIIIe siècle, plus ces évolutions vont devenir massives et irréversibles, au point qu'on n'aura plus la même culture, en fait, hein, pour les savants, pour les élites lettrées. La culture européenne va devenir quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'elle était au Moyen-Âge, même s'il faut quand même souligner que c'est une mutation, la Renaissance et la modernité, qui caractérise inégalement les différentes parties de l'Europe. C'est centré sur l'Italie et les pays limitrophes, et ça touche beaucoup plus difficilement cette redécouverte antique et cette modernisation, touche beaucoup plus tard et beaucoup plus lentement les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves, ou les pays d'Europe de l'Est. C'est aussi lié évidemment à des questions de développement économique, hein, parce qu'on imprime quand on a un marché du livre, et donc des gens qui ont les moyens de s'acheter des livres, et donc des gens qui ont le temps de lire des livres, enfin voilà, des classes bourgeoises émergentes. Tout ça va se caractériser principalement dans les zones d'Europe de l'Ouest et dans les zones riches par rapport à l'Europe de l'Est qui est plus pauvre, et qui va se moderniser beaucoup moins vite. Bien, bah écoutez, j'espère que cet exposé vous aura intéressé. Je pense que c'est une très bonne introduction pour rentrer dans l'étude de l'histoire moderne de la France et de l'Europe. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la Cité Libre.